Bonjour à tous, si je vous dis avion américain mythique de la Seconde Guerre mondiale, vous pensez à quoi? Ah ouais, tu vas parler du B-29, du B-29, du B-29. Ah ouais, mince, pas bête. On ferait sans doute plus de vues en parlant du B-29. Bon, allez, pour une prochaine fois, car aujourd'hui, on va parler d'un avion un peu moins gros, le B-26 Marauder. Avant de parler de l'avion, on retourne en 1939, où les États-Unis sentent que la guerre approche et lancent un appel d'offres pour remplacer leurs bombardiers intermédiaires vieillissants, comme le B-10. Le cahier des charges était relativement simple. Il devait pouvoir voler à une vitesse de 510 km/h. Ouais, une vitesse digne des chasseurs les plus rapides de l'époque. Et pour atteindre une telle vitesse, il devait utiliser seulement 2 moteurs. En plus d'une vitesse digne d'un chasseur, il devait aussi avoir une autonomie d'environ 1700 km. Il devait aussi pouvoir transporter 1 tonne de bombes et évidemment avoir des mitrailleuses pour se défendre. En somme, des caractéristiques pas trop mal. Plusieurs entreprises répondent à cet appel d'offres. En même temps, normal, il y a de l'argent à se faire. Donc celle qui nous intéresse, Martins Company, qui va proposer son Martins modèle 179. Et au vu des caractéristiques sur le papier qui sont grandement supérieures à ses homologues, l'armée de l'air décide de le produire avant même que Martins ne produise un seul prototype. Alors ça arrive jamais, ça normalement. D'habitude, il faut toujours des prototypes, normal, pour voir les défauts, etc. Mais là, ça s'explique, au vu de l'imminence de la guerre. Mais cela va provoquer plusieurs petits soucis que je vous expliquerai un peu plus tard. La production commença donc en 1941, et il fut produit durant toute la guerre pour un total de 5157 exemplaires. Notre petit B-26 fait 19,80 m d'envergure. On rappelle ce que c'est l'envergure? Non? Ok, je continue alors. 17,75 m de long, 6,05 m de haut. Alors oui, effectivement, cela change des petits chasseurs déjà abordés sur la chaîne. Et enfin, notre petit B-26 faisait un poids de 12 tonnes à vide et environ 17 tonnes avec l'armement, les bombes, l'essence, etc. Et vous vous doutez bien que pour déplacer ces quasiment 20 tonnes aux vitesses demandées par le cahier des charges, les moteurs devaient être puissants. Et donc, je vais vous parler des moteurs de la phase 1 et vous parler des autres moteurs dans les variantes. On est d'accord? On est d'accord. Allez, c'est parti. Pour la première motorisation, il s'agit de 2 moteurs en étoile de 18 cylindres chacun. Des moteurs Pratt & White 5 2800, qui pouvaient délivrer une puissance de 1900 chevaux chacun, évidemment, qui permettait d'avoir une vitesse de 507 km/h et une autonomie d'environ 1700 km. Il pouvait voler à une altitude max de 6700 mètres, donc on est plus ou moins conforme au cahier des charges. Mais pendant qu'on est sur le moteur, on va parler de ces petits problèmes de conception. Avant de commencer, je voulais dire que les pilotes expérimentés appréciaient voler dessus, car il était maniable et on pouvait en faire n'importe quoi. Alors pour l'instant on est d'accord, pas trop un point négatif, mais je préférais comme le dire. Cependant, pour les jeunes pilotes, il a eu le droit à plein de petits surnoms, comme le faiseur de veuve, le Martins Murder, et encore il y en a beaucoup d'autres, mais je fais une petite liste de ceux que j'aime bien. Ouais, en termes de surnoms, on a connu mieux. Mais alors pourquoi de tels surnoms? Eh bien à haute vitesse, il est maniable, mais à basse vitesse, il l'est beaucoup moins, et a même un comportement imprévisible, qui force donc les pilotes à atterrir avec une vitesse assez importante, ce qui était un petit peu déroutant pour les jeunes pilotes, et causa des accidents. Hélas, aux conséquences funestes. Il y a eu presque plus de B-26 détruits lors d'accidents que lors de combats. Il y a d'ailleurs eu tellement d'accidents que le gouvernement américain lança une commission pour l'étudier plus en détail et demanda à Martins, après coup, de faire des modifications. Concernant le blindage, on a évidemment du verre blindé d'environ 8 mm. Et côté blindage, on est sur du 12,5 mm sur les zones sensibles. En plus de son blindage, il faut noter aussi qu'il avait des réservoirs auto-obstruants, qui permettaient que s'il y avait des tirs sur les réservoirs, ils ne se vidaient pas entièrement et ne tombaient pas en panne d'essence. Ce qui est pas plus mal, car sans carburant, l'avion va avoir du mal à voler. Pour l'armement, il est relativement simple, mais a beaucoup évolué au fur et à mesure de la guerre. Au départ, il y avait une bulle, avec un canon de calibre 50 sur le toit. Mais il disposait aussi de plusieurs mitrailleuses de moindre calibre, du calibre 30. Au début, seulement dans le nez et à l'arrière. Puis au fur et à mesure, il y en a eu de plus en plus, pour monter à 11 mitrailleuses. Pour l'armement, il s'agit de Browning M1919 avec une cadence d'environ 800 coups par minute, ainsi que des Browning M2 avec une cadence de 600 coups par minute. Donc il était plutôt bien défendu vers la fin. Mais il faut bien ça pour survivre face à des hordes de chasseurs ennemis. Car comme on dit,
La meilleure défense, c'est l'attaque. On se souvient du cahier des charges ? Allez, je vous le répète. Il fallait qu'il emporte 1 tonne de bombes. Et bien là, il pouvait transporter 2 fois l'emport demandé, avec ses 2 soutes à bombes. Voilà comment il pouvait en disposer. 2 fois une bombe d'1 tonne. Soit 4 bombes de 500 kg, 8 bombes de 250 kg, 16 bombes de 150 kg. Je pense que vous avez compris le calcul, il est relativement simple. Il fallait juste que ça fasse 2 tonnes. Pas plus, pas moins. Bon, si on pouvait faire moins quand même. Pour pouvoir faire fonctionner ce petit coucou, il avait bien plus de monde que dans un char français. En même temps, pas compliqué. Il avait 7 membres d'équipage. Un pilote, un copilote, un bombardier qui se situe à l'avant de l'avion, qui avait aussi la tâche de gérer la mitrailleuse du nez. Un navigateur, un opérateur radio, qui lors de combat pouvait gérer les 2 mitrailleuses ventrales, un mécanicien qui pouvait gérer la tourelle sur le dessus, et enfin un mitrailleur de queue. Concernant son utilisation, il fut d'abord utilisé dans le Pacifique, il avait pour but de bombarder les bases et zones importantes dans les îles du Pacifique. Mais il y a aussi une particularité de ce théâtre, et la mise en place de torpilles sur ces avions. Mais pas une grande réussite, car on n'a rapporté aucune destruction de bateaux grâce à ces torpilles. En 1942, les Américains ont décidé de changer leurs B-26 par des B-25, qui lui étaient plus faciles à piloter et savaient pardonner les erreurs. Il fut donc utilisé après en Europe et en Afrique du Nord, où il fut souvent mal utilisé par des bombardements à basse altitude et sans escorte, qui impliqua de nombreuses pertes. Logique, vous me direz, mais pas pour les Américains. Quand on a décidé de leur donner des missions de bombardement à moyenne altitude, ainsi que de lui donner une escorte digne de son nom, il devient vachement plus efficace en diminuant son nombre de pertes à un taux relativement bas. Et en plus de ça, il a une précision chirurgicale, qui lui en faisait un très bon bombardier, si bien utilisé. Bon, je dis que c'est un bon bombardier, mais en vrai, une fois la guerre terminée, il fut mis au placard par toutes les armées du monde. En même temps, on avait fait tellement d'évolutions dans les bombardiers, qu'un bombardier qui venait d'avant la Seconde Guerre mondiale, il était plus forcément très à jour. Le premier, c'est le B-26A. Alors, il est identique au B-26 à un détail près, son moteur. Il est un petit peu plus puissant que celui du B-26 basique. Il possède aussi une capacité de carburant accrue, et justement, c'est sur celui-ci où il y a eu les lance-torpilles de montée. Et bah vous savez quoi ? Il y en a quand même eu 139 exemplaires avec ces petits trucs-là. Et en plus des lance-torpilles, il a aussi un armement plus lourd. Le CB-26B, en fait c'est des B-26B qui ont été transformés en avions de transport. En même temps, il y a un petit peu de place dans l'avion. Le B-26B, en plus je viens de vous en parler juste avant, est une version améliorée du B-26 et il s'agit de la version la plus répandue. Il a encore une fois des moteurs qui sont plus puissants, un armement encore plus puissant pour détruire du chasseur japonais. En plus de ça, il a un changement de blindage qui est un petit peu plus épais. Et vous savez quoi ? Son envergure a aussi évolué d'environ 2 mètres. L'ATB-23B, donc des B-26B qui sont modifiés à partir de 1943 en remorqueurs de cibles pour l'entraînement des mitrailleurs. Ah, ça fait des cibles mouvantes, c'est mieux. Le B-26C, donc c'est une version quasiment identique au B-26B, sauf que c'est pas tout à fait le même moteur. Encore une fois, je vous avais dit, les variantes sont pas forcément très intéressantes. L'AT-23C, en fait, au lieu que ça soit des B-26B qui sont modifiés en remorqueurs de cible, et là c'est des B-26C qui sont convertis en remorqueurs de cible. Le B-26F est une version avec une incidence de voilure plus importante destinée à améliorer la tenue de vol au décollage. Tiens, comme c'est bizarre. Il existe une variante, elle s'appelle le B-26G. Concrètement, c'est les mêmes versions avec des petites améliorations, vraiment des tout petits détails. Donc je vous les listerai pas, ça serait trop long. Il y a le TB-26G, qui est une version d'entraînement en fait, concrètement, qui était tirée du B-26G. Et la dernière version, c'est le JM1P. Donc en fait, c'est des B-26 qui ont été modifiés pour faire de la reconnaissance photographique. Alors là, c'est des variantes, mais il y a aussi des petits prototypes. Le XB-26D. Ouais, j'aime beaucoup leur nom, c'est assez drôle. C'est un exemplaire expérimental qui était destiné à tester un système de dégivrage par air chaud du bord d'attaque, des ailes et de l'empennage. Le XB-26E. Encore une fois, un exemplaire expérimental plus léger que le B-26, avec la tourelle supérieure placée plus en avant. Le XB-26H. Un exemplaire du B-26, transformé pour recevoir le train d'atterrissage monotrace prévu pour équiper les bombardiers B-47 et XB-48. Concernant les utilisateurs, vous vous doutez bien que le principal sont les États-Unis. Il y a aussi eu la France libre, qui en a récupéré pour remplacer les vieux bombardiers d'avant-guerre. Il y a aussi eu les Anglais, qui ont utilisé pas mal de B-26. Il y a aussi eu l'Afrique du Sud, qui a utilisé des B-26. Malgré un grand nombre de pays l'utilisant, ainsi qu'un grand nombre construits,
vous ne pourrez pas en voir beaucoup, car il n'en reste que 4 exemplaires dans le monde. Et nous avons la chance d'en avoir un au musée d'Utah Beach, que j'ai eu la chance d'aller voir, et franchement, il est très impressionnant. Et en super bon état d'ailleurs. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur un petit bombardier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, car vous êtes 80% à ne pas l'être. C'est pas bien ça. Après l'abonnement, vous pouvez laisser un commentaire et un j'aime, et pour la prochaine fois, je vais peut-être me tourner vers l'Asie. Sauf si vous voulez voir un véhicule, absolument. Après, je ferai pas un véhicule américain. J'en ai déjà fait pas mal sur la chaîne, je trouve. Allez, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Ciao!